Ah, mais ça me fait plaisir de vous rencontrer tous les deux. Ah, bonjour Aimé. Bonjour Bernard Lalande. Ça va Aimé? Bonjour Joël Dulaurent. Alors, j'ai la chance d'être avec les deux conseillers techniques de la DFCI, c'est-à-dire la Défense des forêts contre l'incendie, pour Salles et Lugos. Ou Lugo. Ou Lugo. Alors, et puis j'ai vraiment une chance terrible parce que je suis devant ce véhicule Citroën équipé d'autochenilles du système Kegress qui avait été conçu pour traverser le Sahara sur demande de l'armée. Et c'est quand même une belle machine. Et ce sont des chenilles comme ça qui ont fait la croisière noire, puis ensuite la croisière jaune avec Citroën. Mais là, aujourd'hui, on est sur Salles, bien sûr, et on va parler de la forêt, et on va parler des métiers qui sont issus de la forêt. Toute l'économie concernant la forêt. Alors, si tu veux t'approcher un petit peu, Bernard, pour nous parler du gros risque qui est entraîné par la présence d'une forêt, sachant que, on en parlait tout à l'heure, que la partie concernant la forêt sur la commune de Salles est quand même très importante. Ah oui, la partie de la forêt fait presque 12 000 hectares. Pour 14 000 hectares de surface totale de la commune. C'est une surface, un pourcentage très très important. Très important, oui. Avec les risques, évidemment, qui vont avec. Voilà. Et tout au long de l'histoire, alors bien sûr, tu n'as pas tout connu, toi, parce que tu es un jeune homme. Ah, je suis jeune. Mais on a eu des incendies très importants. Et l'incendie de 49, mon père, il avait 18 ans, il a été... sur le bar là et tout. Oui, parce qu'à ce moment-là, Salles a été un tout petit peu touché, mais pas énormément. Mais c'était des volontaires qui partaient. Bien sûr, là ça a été terrible. Oui. Il me disait que vers minuit, quand il entend en pleine nuit, au milieu de la forêt, qu'il ne connaissait pas là-bas, c'était pas son secteur en plus, et il a entendu sauve qui peut, et bien il me dit ça fait peur quand même. Il a toujours ce souvenir là de. Là, je crois que le plus gros incendie qui a eu lieu à Salles, avec, je crois, 3000 hectares dévorés par les flammes, c'était en 1945. 45, oui. 45, et puis, bien sûr, il y a eu des tas d'incendies. Bien sûr, il y en a eu avant, il y en a eu après. Qui ont brûlé quelques hectares, 50 hectares, 100 hectares, mais là, c'était en 45 où vraiment l'incendie était très important. Alors, on peut parler un peu de cette histoire de la forêt de Salles. Si on était venu il y a 200 ans, et on le voit apparaître sur la carte de Belleheim, une très belle carte, on voit que, bien avant la plantation des pins, qui date de 1857, eh bien, nous avions ici une forêt primaire, qu'on appelait d'ailleurs la montagne de Salles. Et donc, cette forêt qui comportait des feuillus, mais aussi des résineux, eh bien, était déjà là, bien avant le décret de Napoléon III, qui instituait l'ensemencement des Landes de Gascogne. Bon, voilà la gare de Salles. Et nous sommes sur la voie de chemin de fer. C'est ça, voilà. Qui a été transformée en piste cyclable. Et là, le train est arrivé à Salles en 1884. Oui. C'était un beau projet. La ligne partait de Facture Biganos pour aller jusqu'à Saint-Symphorien, où il y a toujours de magnifiques ateliers d'entretien du matériel ferroviaire. Et cette gare de Salles, elle était très importante pour le commerce des bois qui venaient de la forêt. C'est ça. Et il y avait beaucoup de scieries, je crois, à Salles. Oui.
Il y avait 8 scieries en 1950. Moi, je n'en ai connu qu'une. C'était la scierie Courbin, à côté là, des ateliers municipaux d'où on vient là. Et oui, il y avait aussi de l'autre côté du pont de Valais la scierie Caverne. La scierie Caverne, à Belle Caverne, oui. Ah oui, absolument. Et puis il y avait des caisseries également. Il y avait des caisseries aussi. Et oui, c'était une grosse activité. Donc c'était du bois qui partait brut pour, par exemple, pour étayer les mines en Angleterre, en Pays de Galles. Mais également, il y avait du bois qui était employé pour l'ameublement, pour la charpente, pour le parquet, lambris, etc. quoi. Les fameux poteaux de mine. Les fameux poteaux de mine. Alors une industrie très importante et qui est peut-être très ancienne à Salles, c'est l'industrie de la résine. Il paraît qu'il y a déjà 3000 ans, on faisait déjà de la récolte de la résine. Alors à quoi servait-elle cette résine? Alors on faisait surtout de l'essence térébenthine. Voilà. C'était le but. Il y avait beaucoup de... Ils mettaient ça en fût après et c'était expédié je sais pas, à Bordeaux pour les bateaux et tout. Oui, et effectivement. Et bien sûr, il y avait toute une armée de gémeurs, de résiniers, parce que c'est la même chose, de gémeurs et résiniers, qui allaient de pain en pain pour faire des quarts avec un upshot, et puis qui récoltaient cette résine. Dans des pots de résine. Dans des pots de résine, à partir du moment où M. Hugues a inventé le pot, et avant on ramassait la résine au sol. Et puis donc, elle partait, cette résine, vers les distilleries. Voilà. Et chaque commune, je crois, avait sa distillerie. Ouais. Et à Salles, il y en avait deux. Il y en avait deux. D'où Salles est vraiment une commune exceptionnelle. Alors, il y avait la distillerie qui se trouve derrière chez nous, là. Qui est-ce qui la tenait, cette distillerie? Alors ça, c'était la famille Desieux. Et le bâtiment est resté. Le bâtiment est resté. Et la cheminée, elle est restée presque dans son intégralité. Dans son jus, mais bon... Enfin, il en reste quand même un autre morceau, un petit morceau. Et en ce qui concerne la deuxième... La deuxième scierie, c'était de l'autre côté de la rivière aussi. La deuxième distillerie. La deuxième distillerie, pardon, c'était à la famille Brun. D'accord, voilà. Famille Brun qui était aussi propriétaire d'une scierie également. D'une scierie aussi. Oui, absolument. Oui. Et donc là, c'est là où on extrayait l'essence de térébenthine, comme tu as dit, et puis également la colophane. C'est ça. Alors, il y avait un autre type de distillerie, c'était la production de bré, de goudron, qui se faisait avec un peu un système de charbonnière. Et là, on extrayait du goudron, donc, qui était très épais, et ce goudron avait beaucoup d'utilité pour calfater les coques des bateaux. Si bien qu'on exportait, là aussi, par l'intermédiaire de la gare, eh bien on exportait ce goudron, oui, vers la côte ouest de la France, mais également les îles britanniques. Et donc voilà, industrie de la résine, industrie de la poix. Là aussi, évidemment, tout a disparu maintenant. Maintenant, oui, tout a disparu malheureusement. Alors Joël, où est-on exactement ici? Eh bien, on tombe pas de Mangane, sur la route de Bilos, qui va rattraper Lugo, non, Sanguinet plutôt. Et là, ce joli petit ruisseau, là, s'appelle le ruisseau du Tron, oui, je crois, et il se jette dans la Leyre. Alors ici, on est au milieu de l'ancienne grande forêt primaire, qui faisait, paraît-il, 3000 hectares, et qui date peut-être des Romains, peut-être d'avant, hein. Et donc, et c'est ici, eh bien, dans cette forêt, que ça fumait beaucoup. Ça fumait beaucoup parce qu'il y avait des charbonnières. Alors, ce charbon de bois, il était envoyé, bien sûr, à Bordeaux pour se chauffer,
mais il allait également alimenter les hauts fourneaux de la région, là notamment l'usine sidérurgique du Bran, là à côté du Lanode où tu habites, Bernard. Et donc ici beaucoup de charbonnières, et d'ailleurs les Salois, ils étaient appelés par dérision les charbonniers, quoi. Hein. Oui. Et donc voilà, on est dans cette forêt magnifique. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire, moi? De quoi on n'a pas parlé? On a parlé du gémage, on a parlé des charbonniers, on a parlé... Non, là, faudra couper, hein. Le transport du bois sur la. Ah oui, absolument, oui. Il y avait de nombreux métiers qui tournaient autour de la forêt. Il y avait tout d'abord les muletiers. Oui, les muletiers qui effectivement, avec leur paire de mules, transportaient le bois. Il y avait également le bois qui était transporté sur la Leyre avec le radelage. Le radelage, les radjaïres. Les radjaïres, oui, effectivement. Il y avait les bûcherons, bien sûr, qui abattaient le bois. Enfin, il y avait plein d'activités dans cette forêt. Et puis, il y avait beaucoup de... Les gens, ils vivaient un peu en autarcie à ça, là. Ils faisaient les jardins... Ils faisaient le miel, beaucoup d'apiculteurs aussi. C'était les vaches, il y avait la vigne. Il y avait les vaches, les bêtes, les cochons. On trouvait les moutons, on trouvait... Oui. Il y avait des tonneliers aussi qui fabriquaient des tonneaux pour mettre le vin en... Oui, parce que tu sais que la Gironde, c'est quand même un endroit qui produit pas mal de vin. Oui. Et oui. Bon, eh bien les amis, moi j'étais très heureux là de passer cet après-midi en votre compagnie. Et merci de m'avoir accompagné pour visiter cette forêt de salles majestueuse et puis ses abords, bien sûr, et puis évoquer tous les gens qui travaillaient là. Alors Joël et Bernard, merci beaucoup. On espère vous retrouver très bientôt. Ça fait un plaisir d'être avec toi, Aimé, cet après-midi, et de te guider. Plaisir partagé. On salue Lilian qui est à la caméra. Et puis également l'ami Damien qui est au drone, dont vous voyez les images. Et on a aussi un autre Lilian qui aujourd'hui est photographe de plateau. On le salue. Voilà. Ok. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Chaîne indépendante de la Côte d'Argent, nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités ou avoir accès à des images inédites, abonnez-vous à notre chaîne à partir de 1,99 € par mois. Atlantique TV, vous abonner, c'est aussi soutenir un média local 100% indépendant.